Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En eau trouble. Ici Fabien et il est 23h21. Je te retrouve pour un épisode nocturne éclairé à la bougie où j'étais inspiré, j'étais en train de faire la vaisselle et je me suis dit il faut que je fasse ce podcast. Ça fait un moment qui me trotte et que je voulais te le faire. Il s'agit de l'identité. L'identité, j'en parle souvent sur Épanescence parce que c'est un thème qui m'est cher. C'est un thème qui m'a énormément questionné dans ma vie. Qui suis-je? Bon, et toutes les questions métaphysiques qui vont avec. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que je me suis beaucoup demandé. Qui je suis en fait? Et j'ai jamais trouvé trop de réponses à cette question. J'ai toujours galéré avec ça. Pourtant, c'est pas faute de m'être posé la question, c'est pas faute d'avoir beaucoup lu, c'est pas faute d'avoir beaucoup écrit, c'est pas faute d'avoir beaucoup médité. Et j'ai jamais trouvé une réponse trop satisfaisante là-dessus. Alors encore moins aujourd'hui, mais justement, je vais étayer un petit peu, c'est l'idée. Donc, qui suis-je? À un endroit, cette question, elle est marrante parce que alors, j'ai aucun plan, hein. Je sais juste où je veux en venir, mais ça risque de partir un peu dans tous les sens et c'est un peu le principe de ces podcasts. Donc, qui suis-je? Ça présuppose quand même qu'il y a un jeu déjà. Ça présuppose qu'il y a un jeu et c'est pas sûr du tout cette histoire-là. Notamment quand on creuse cette histoire d'énéagramme. Quand tu commences à vraiment voir comment est câblé, comment fonctionne un psychisme humain, comment on est fait en fait, comment on est designé. Et alors il y a plein de personnes qui ont tenté de répondre à cette question du qui suis-je. Il y a plein de personnes qui se sont posé la question de la création du moi, du jeu, de l'ego. Il y a eu des explications plus ou moins rationnelles, des questions, des explications plutôt physiologiques, des explications biologiques, des explications psychologiques, des explications environnementales, il y a des explications qui mixent un peu tout ça, plusieurs courants, bref. Moi, ce que j'ai compris, et ce qui résonne beaucoup avec mon expérience et ce qu'aujourd'hui je pense avoir capté, c'est que l'ego, ce qu'on appelle ego, qui est en gros le moi, c'est une structure qui est là pour éviter le chaos, pour structurer le chaos, pour éviter d'être face à un monde extrêmement complexe qui est intraitable par un système nerveux immature qui est le système nerveux d'un gamin, d'un enfant qui naît. À partir de là, l'ego, il a une vision du monde, il a des certitudes, il a des croyances, il a donc une identité aussi, et il a quelque chose sur lequel il peut se reposer. Ça a beau être une illusion, ça a beau être faux, c'est quelque chose qui lui permet d'exister, c'est la naissance d'un soi, d'un je séparé, d'un moi séparé. À partir de là, cet ego, quand tu as compris que l'ego, du coup, ce sentiment d'être quelqu'un, c'est juste un sentiment d'être quelqu'un. C'est donc un ressenti extrêmement subjectif. C'est l'expérience subjective de l'être humain. À partir du moment que tu as compris que c'est qu'une histoire, tu as tout compris en fait. Parce que justement, quand ça pose la question de l'identité, l'identité, c'est comme identification. Hein. Je t'ai fait un podcast sur l'identification, qui était sûrement le deuxième de cette série. Je t'y renvoie si tu veux l'écouter, sur la transe d'identification. Je pense que j'évoque des sujets très connexes à aujourd'hui. Identité, ça vient de idem, tout comme identification, idem, le même. Et du coup, le même quoi, c'est justement ça, c'est que l'identité, ça raconte une forme de continuité, une forme de passé, présent, futur, avec un personnage, avec quelqu'un qui se met en récit. Et qui se met en récit? Le jeu, l'ego. Encore une fois, on retombe toujours sur nos pattes. Donc autrement dit, quand on cherche un jeu, quand on cherche à se poser la question, à trouver la réponse à qui je suis, on va toujours se buter contre la vitre, comme la mouche qui cherche ou le bourdon qui cherche à sortir, boum, boum, se prend la tête contre la vitre, parce qu'en fait, c'est comme un dilemme insoluble, puisque quand tu cherches à tout prix qui tu es, tu ne peux retomber que sur des réponses en lien avec l'ego, donc avec des identifications, une identification à ton prénom, à ta famille, à ton métier, à ta patrie, à ton mode alimentaire, à tout ce que tu as valorisé
personnellement, et ou tout ce qui a été valorisé par ton environnement, par ta culture, société, famille, etc. Il y a des cultures dans lesquelles, là, ça m'avait marqué, je crois que c'était mon frère qui m'avait raconté ça, au Panama. Au Panama, tu as des gens, beaucoup de gens qui mettent tout leur fric dans une bagnole, parce que c'est un statut social important là-bas. C'est une culture qui est très américanisée, et le paraître, il est important. Et du coup, tu as des gens qui se saignent pour acheter une belle voiture. Et du coup, quand la voiture est égratignée, bah la personne elle a vraiment l'impression d'être touchée personnellement, parce qu'elle est identifiée à sa bagnole. Et du coup, toute atteinte à la voiture crée un sentiment je sais pas, de la colère. Ça crée beaucoup d'animosité, beaucoup de tension en fait. Donc bon, ça c'est certaines cultures. Dans d'autres cultures, c'est autre chose, évidemment. Il y a des cultures qui sont très très portées sur la famille, et des cultures qui sont très très portées sur, sur la voiture, sur l'argent, sur le compte en banque, sur la maison, sur ceci, sur cela. Euh, chacun a ses identifications préférées. Là encore une fois, je te renvoie à l'épisode éponyme sur les identifications. Simplement, quand on parle de l'identité, bah, du coup, on se réfère toujours à quelque chose de passé. Puisque, donc, idem le même, on se réfère à la personne qu'on a l'habitude, avec laquelle on a l'habitude d'être. Parce que voilà, tu es qui tu es avec la même tranche depuis, même si elle a évolué, ton corps, ta tranche, tes pensées, toute l'expérience subjective d'être toi, bah, tu l'as depuis longtemps, depuis que tu as pris conscience de toi. Ça a lieu dans l'enfance, dans l'adolescence, un beau jour où tu dis je, c'est la métacognition, hein, c'est la conscience d'être conscient, qui est a priori spécifique à l'être humain, quoique, je crois qu'il y a des petits doutes à ce sujet, mais bref, quand tu es conscient d'être conscient, bah, du coup, au début, t'as qu'une sorte de pseudo-métacognition, parce que la métacognition, c'est te voir en train de penser, c'est prendre du recul sur ce que tu penses, parce que tu vois que ce que tu penses, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas toi. Tu n'es pas ta pensée, puisque tu es en train de l'observer. C'est tout le travail de la méditation, d'observer ses pensées, ses émotions, ses sensations, de voir que tu n'es pas identifié à ce que tu observes, qu'il y a quelque chose au-delà. Et c'est ça la grande question. Donc l'identité, c'est juste le petit personnage que tu joues. Et donc à chaque fois que tu te demandes mais qui je suis, qui je suis, c'est beaucoup de personnes viennent à moi avec ces réflexions-là, évidemment. Hein, ça tourne. Moi-même, avec tout ce travail avec l'énéagramme, ça m'a amené à cette question, mais qui je suis. Le premier niveau de réponse, c'est je suis mon profil de personnalité, puisque quand je cherche à comprendre comment je fonctionne, je finis par voir. L'énéagramme est extrêmement aidant pour ça, je trouve, hein, vraiment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes parmi les gens que j'ai accompagnés qui ont trouvé beaucoup de détente, vraiment un gros switch dans leur quotidien, dans leur rapport à eux-mêmes, en ayant compris leur mode de fonctionnement par l'intermédiaire de l'énéagramme. C'est extrêmement aidant, parce que tu trouves une réponse à ce « je suis ». Mais tu comprends, mais c'est subtil, c'est que t'es pas forcément dupe du fait que tu es un type, parce que au fond tu n'es pas ça, parce que c'est juste une structure égotique, c'est juste une structure automatique, inconsciente, qui était là sans même que tu t'en aperçoives, mais elle était quand même là. Donc un type 3 énéagramme qui ne sait pas qu'il est 3, c'est quelqu'un qui a de fortes chances de s'identifier à son travail, à son compte en banque, à son corps, à ses réussites, à ses objectifs, etc. Qu'il sache ou pas qu'il est 3. Un 5, il va vachement s'identifier à ses livres, à ses connaissances, qu'il sache ou pas qu'il est 5. Donc c'est bien une structure qui préexiste, que tu saches ou pas qu'elle est là. C'est bien tout l'intérêt de la mettre en conscience, cette structure psychique. Donc l'énéagramme, ça donne déjà un premier niveau de réponse à ce « je suis ». Mais c'est un « je suis » qui ne suffit pas, puisque comme je te l'explique depuis tout à l'heure, l'identité, elle est juste relative à un personnage qui a une histoire, qui a un passé, qui a un vécu. Tu as été à l'école à tel endroit, tu as eu tel parent, et il s'est passé ceci, il s'est passé cela, il y a eu telle maladie, il y a eu telle réussite, il y a eu tel diplôme, il y a eu tel machin dans ta famille, dans ton enfance, dans ta vie. C'est le truc auquel tu peux te raccrocher. Mais c'est tout.
Parce que quand tu commences à réaliser vraiment qui tu es, c'est-à-dire au-delà de la simple étiquette, au-delà du simple énéatype, au-delà de la famille, en fait, quand tu enlèves toutes les identifications, qu'est-ce qui reste? Parce que c'est ça la question. Quand tu enlèves les identifications, qui sont des proto-réponses à qui suis-je, qui sont des réponses qui peuvent être satisfaisantes pour bien des gens, mais qui, si tu m'écoutes là, il y a des chances que ça ne t'ait pas satisfait. Il y a des gens qui trouvent une réponse dans leur parti politique. Il y a des gens qui trouvent une réponse à je suis avec leur mode alimentaire. Il y a des gens qui trouvent une réponse avec une spiritualité ou une méthode ou un métier. Il y a des gens qui trouvent une réponse avec n'importe quoi, tu vois, avec un loisir. Il y a des gens, c'est je suis président, je suis coach, je suis vegan, je suis de gauche. Enfin bref, tu connais la chanson. Mais il y a des gens qui ne se satisfont pas de ça, comme moi. Et en fait, quand tu enlèves toutes ces identifications, enfin, même s'il en restera toujours jusqu'à l'éveil, il y en aura toujours, mais par contre, il peut y avoir des identifications sans que tu y crois au premier degré. Même si à un endroit tu y crois très très fort, il y a une autre partie de toi où tu peux voir que tu as conscience que c'est que des identifications. Aujourd'hui, je peux voir toutes les identifications que j'ai, enfin, toutes peut-être pas, mais j'en vois un sacré paquet. Ça ne veut pas dire que j'en suis totalement détaché. Mais pour autant, je les vois. Je les vois et je n'y crois plus au premier degré. À Fabien, le prénom, des fois, c'est marrant quand je me vois dans le miroir. Des fois, j'ai l'impression de me demander qui je suis. Enfin, j'ai l'impression. Non, c'est même pas ça. J'ai l'impression de me demander qui est cette personne dans le miroir. Ça fait des fois des ressentis assez marrants comme ça. Mais bref, mais ça va, je suis pas encore parti pour la psychiatrie. Donc simplement, quand tu vas au-delà des identifications, il reste quoi? Il reste rien. Il reste rien, il reste l'instant. Et au final, c'est à ça que j'arrive aujourd'hui comme compréhension. C'est que ce que je suis, c'est ce que je suis dans l'instant. C'est ce qui se manifeste là. Ce que je suis, c'est ce que je sens là, à l'instant. C'est l'émotion qui me traverse, c'est la sensation qui est là. En fait, c'est la vie en moi. Donc ça va te paraître bête et évident à dire, mais ce que je suis, qui je suis, c'est la vie. C'est la vie à l'instant T, et c'est rien d'autre. Il me semble que tout ce que je peux raconter d'autre que je suis la vie ici et maintenant, c'est une histoire. Je peux te raconter que je suis entrepreneur, que je suis un homme, que j'ai tel âge, que je fais tel métier, que j'habite à tel endroit. Je peux te raconter tout ça, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, ça ne répond toujours que partiellement à la question. Je veux dire, c'est un travail qui est vachement intéressant à faire dans je sais plus quel courant spirituel ils font ce truc-là. Est-ce que c'est le neti-neti ou est-ce que c'est... je sais plus, dans plusieurs traditions, il y a ce truc-là. C'est de simplement questionner, ok, qui je suis. Bon, je suis Fabien. D'accord. Est-ce que je ne suis que ça? Non. Ok, donc je suis pas Fabien. Est-ce que je suis mon métier? Est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que je suis que entrepreneur? Non, non, pas que, non. J'ai d'autres diplômes. Parfois, je peux être thérapeute, parfois, je peux être formateur, parfois, je peux être bûcheron quand je coupe du bois, parfois, je peux être fromager. Je me suis mis à faire du fromage, voilà. Parfois, je peux être masseur, parce que je masse des proches, je masse ma compagne, j'ai un diplôme avec ça. Ok. Parfois, je peux être coach sportif. Je donne des conseils de musculation, des programmes, des fois, à des amis, à des gens. Voilà. Ok. Donc, je peux répondre de plein de façons, mais est-ce que je suis que ça? Non. Ok. Est-ce que je suis quoi? Est-ce que je suis français? Non, je suis pas que ça. Donc, tu vois, tu peux prendre tous les thèmes de tes identifications, surtout ceux auxquels tu crois au premier degré, hein. Parce que dans le développement personnel, il y a beaucoup ce truc de travailler sur l'identité, parce que ça t'aide à renforcer un comportement. C'est sûr. Hein. C'est sûr que moi, quand à l'époque je m'identifiais au mode de vie paléo, c'est sûr que je mangeais, dormais, chiais paléo, c'est sûr. Ça renforce le comportement, bien sûr. Mais pour autant, c'est pas très vivant, parce que du coup, si la vie en moi, en cet instant, elle aspire à autre chose que coller à l'étiquette, ce qui est souvent le cas, ça va poser 2-3 problèmes.
j'ai souvent donné cet exemple qui pourrait piquer les personnes concernées, mais c'est un fait qu'on peut constater. Des personnes qui décident de vivre le mode de vie vegan, c'est-à-dire pas manger de chair animale, pas manger de produits dérivés des animaux, miel, lait, etc. Avec toute l'éthique qu'il peut avoir avec, pas de cuir, pas de... Bref. Donc des personnes qui ont une éthique forte, enfin en tout cas une éthique, je sais pas, ou ça peut être une morale aussi, mais bref, en tout cas ils prennent cette décision-là. Si à un moment donné, leur corps, il a une carence nette dans un micronutriment particulier, ou simplement en protéines, parce que la plupart des gens manquent de protéines. Bon, bah soit tu manques de prot, bah, du coup ton corps il n'a pas assez pour régénérer, pour les tissus, pour les muscles, pour les articulations, enfin le corps a beaucoup besoin de protéines, a fortiori en vieillissant. Donc s'il n'y a pas assez, il se passe quoi? Si tu es vegan, si tu es vegan et que tu restes scotché à ton identité, eh ben, tu vas pas en manger, parce que non. Bon, alors, bien sûr, il y a des protéines végétales, bon, on peut faire un débat sur le végétalisme, n'est-ce pas? Mais simplement pour te dire que si je m'identifie à ce truc-là et que je reste étiqueté, CF aussi, le podcast sur les étiquettes, je t'y renvoie, ben, je vais pas manger de la viande et je vais me mettre en danger. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ne mangent pas de viande, mais que ça met en danger. Il y a des gens, ça passe très bien, aucun problème, mais il y a des gens qui ne le font pas, mais ils n'ont pas la physiologie pour. Et s'ils ne mangent pas, s'ils n'écoutent pas leur corps à cet instant, même s'il y a tout leur être qui veut défoncer la côte de bœuf, qui veut manger du foie, et s'ils disent non, parce que non, je suis vegan, non, c'est une attirance de mon corps, faut pas que j'écoute mon corps, c'est mon instinct, c'est juste des vieux ancrages, bah, t'as des gens qui peuvent comme ça se mettre dans la merde avec ça. Parce que ils n'écoutent pas leur biologie, ils n'écoutent pas leur instinct, ils n'écoutent pas leur intelligence première, primale, c'est-à-dire une intelligence qui nous dépasse tellement, au sens où, alors qui dépasse l'ego, qui dépasse le mental, c'est une intelligence qui est innée. Et ça, voilà. Je me rappelle cette amie qui m'avait raconté il y a des années qu'elle avait eu une compulsion pour les chips, et elle comprenait pas pourquoi elle mangeait jamais ce genre de truc, et puis tous les soirs, elle se levait, elle défonçait les paquets de chips chez elle et tout, jusqu'à ce qu'elle fasse une analyse de sang et qu'elle voyait qu'elle était en carence de sodium, et qu'elle a eu un appel des chips parce que c'est bourré de sel et qu'elle en avait besoin en fait. Et j'ai fait waouh! J'étais vraiment fasciné par cette anecdote, et c'est pas la seule fois que j'ai entendu ça, loin s'en faut. Je sais qu'il y a des gens qui sont très très forts pour écouter qui sont très à l'écoute de ça en eux, et tantôt ils vont avoir envie de manger de ceci, de cela, parce que ils savent exactement inconsciemment ce qu'ils vont chercher dans l'aliment. Et donc, quand on se colle dans une identité, on peut pas être à l'écoute de ça, parce que tout ce qui va pas correspondre à l'identité, ça va poser problème. Ça va créer une dissonance cognitive, et du coup, ça va être éjecté. Donc le vegan, non, il pourra pas manger de viande. Donc c'est là où on peut... Aujourd'hui, moi, je me définis par aucune étiquette de mode alimentaire, quoi que ce soit. Même si j'ai pu raconter, si j'ai pu me dire, je mange paléo, je mange sans gluten, je mange sans produits laitiers. Aujourd'hui, je m'en tape, en fait. Je vis. Je vis et je me pose pas la question à ce sujet. Donc pour moi, c'est vraiment... la question, en fait, finit par se dissoudre d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour répondre à la question qui suis-je. Et encore une fois, l'énéagramme est très aidant pour ça. Vraiment, ça aide à poser quelque chose, à te dire d'accord, à un endroit, quelque part, une partie de moi, je suis ça. Je suis ça, c'est une identification, c'est mon identité, je joue à ça. Et ça colle avec l'identité, le personnage, le petit enfant qui a vécu ça, l'ado qui a vécu ça, l'adulte qui a vécu ça, avec telle passion, tel métier. Il y a tout qui fait sens, en fait. Il y a un personnage avec un passé, un présent, un futur. Bon. Sauf que la vie ne se passe pas dans le passé, ni dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur. La vie, c'est là. C'est cet instant-là. Tac, tac, tac. Donc, à chaque micro-instant, en fait. Pouf, pouf, elle est là, la vie. Elle est que là. Et la vie, c'est toi. La vie, c'est moi. La vie est multiforme. La vie prend la forme de ce que tu vis là, dans l'instant, en fait. Il n'y a que ça de vrai. En fait, il y a que ça qui est profondément vivant dans l'instant. C'est quoi ? C'est cette respiration, c'est ce que je suis en train de dire, c'est la fatigue qui est un petit peu partie par rapport à tout à l'heure. Donc c'est juste en fait ce qui se passe dans l'instant.
Donc je ne peux me raccrocher à rien d'autre que ce qui se passe dans l'instant. Tout ce que je cherche à raccrocher à un truc, à un passé, à un schéma, à un machin, à un trauma, je suis en train de le mettre en récit. Et l'ego adore les récits parce que l'ego, il aime. L'ego, c'est une structure qui fonctionne comme ça, qui a besoin de se dresser, d'avoir des murs, d'avoir des limitations, d'avoir un dehors et un dedans. L'ego, c'est, encore une fois, c'est pas quelqu'un. L'ego, c'est même pas être quelqu'un. L'ego, c'est le sentiment d'être un moi séparé du reste. Donc forcément, tout ce qui va nourrir ça, tout ce qui va sortir du présent, une histoire passée, un scénario futur, un machin, ça sort de l'instant et ça fait vivre dans une sorte de monde parallèle au sein de l'instant. C'est vraiment fascinant à constater. Donc qui je suis, l'identité, c'est une vaste blague. C'est évidemment, on peut y répondre à plein de niveaux différents, mais ouais, juste ce que j'avais envie de te poser là dans ce podcast, c'est que l'identité, c'est un mythe, une création, c'est quelque chose auquel on croit, auquel on se raccroche et qu'on cherche à faire perdurer. Mais quand on est à l'écoute de la vie, il n'y a plus d'identité. Aujourd'hui, je peux me poser encore plein de questions, je peux encore que moins qu'avant. Je peux avoir plein d'idées, mon mental qui peut être très actif, soit, bien sûr. Mais il ne me semble pas que je vois encore cette question tourner dans ma tête. Qui je suis ? Parce que je me rends compte de la vanité de cette question. Et c'est très très drôle. Et ça commence à t'amener après à accepter de ne pas répondre à des questions. Parce que tu sais, c'est comme plein de questions qui sont à la mode dans le dev perso. C'est quoi tes valeurs ? C'est quoi ta mission ? C'est quoi ta vision ? Mais j'en sais rien. Alors je peux me poser, bien sûr, prendre le temps de mettre des mots, définir mes valeurs. Ah, c'est important pour moi l'intégrité. Ah, c'est important pour moi l'authenticité. Ah, mais c'est important pour moi d'être intègre. Bon, je peux essayer de mettre des mots, tu vois. Mais qu'est-ce que je vais chercher à m'enfermer là-dedans ? Un endroit, c'est profondément inutile. Ça peut faire du bien, ça peut aider à des moments, bien sûr. Mais quelque part, ça va, ça vient, ça fluctue, c'est circonstances dépendant. Parce que là, encore une fois, si je m'enferme dans une identité où ouais, moi, ce qui compte, c'est la vérité, et tout, et tout, et tout. Et si je me retrouve dans une circonstance dans laquelle, là, c'était un exemple extrême, je sais plus qui disait ça, je trouvais ça assez pertinent comme exemple, même si l'extrême, c'est ok, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis tu héberges des juifs chez toi, et là, il y a des nazis qui viennent et qui cherchent des juifs et qui te demandent, monsieur, est-ce que vous hébergez des juifs dans votre cave ? Bah, si je dis la vérité, si je suis ma valeur vérité, bah, je vais amener des personnes à crever, en fait. Donc, quand une valeur, un truc qui est posé là, comme ça, à l'instant T, n'est pas cohérent avec l'instant présent, bah, en fait, je peux juste me permettre de ne pas être cohérent avec cette valeur parce qu'elle n'est pas adaptée. Sauf si je veux faire crever une personne et l'amener au camp. Mais bon, c'est pas forcément l'intention, quoi. Donc, tu vois, c'est comme toujours vouloir cristalliser quelque chose à l'instant T. C'est comme des gens qui disent, mais moi, ouais, je serai toujours comme ça. De toute façon, c'est toujours... si notre relation, elle continue comme ça, moi, ça va pas aller, machin. Mais il y a une fascination, il y a un glissement comme ça où on prolonge le présent vers le futur. On imagine que c'est un truc qui va exister alors que c'est que du pipeau. T'as beaucoup de personnes comme ça qui se raccrochent à l'idée qu'une relation va s'améliorer ou que leur métier va s'améliorer. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui réfléchissaient à une reconversion. J'en ai vraiment eu beaucoup au téléphone. Et un certain nombre se raccrochent à l'idée que non, mais ça va, ça peut attendre parce que pour l'instant, ça va. Sous-entendu, ça peut être pire. Sous-entendu, on verra quand vraiment je serai au bout du bout du bout. Ok. Mais ces gens-là se raccrochent à l'idée, à la croyance que ça va s'améliorer dans le futur.
Mais il n'y a aucune raison que ça s'améliore dans le futur, parce que ça se passe dans le présent. Si dans le présent, ton métier n'est pas satisfaisant et qu'en plus, hier c'était pareil, avant-hier c'était pareil, il y a une semaine c'était pareil, là c'est juste ce qu'on appelle se mentir à soi-même. C'est juste rationaliser une réalité qui nous fait chier et chercher à pas changer parce que c'est trop inconfortable et que ça fait peur. Mais c'est du pipeau, c'est chercher à se convaincre soi-même, ça n'a aucun sens. Donc, je sais pas où je vais avec tout ça, mais probablement nulle part du coup. Et je vais gentiment m'arrêter là pour simplement te partager l'idée que, voilà, en clair, en dehors de qui je suis dans l'instant, et qui je suis, c'est même pas qui je suis parce que je m'identifie pas à ça. Mais tout ce qui me traverse à chaque instant, c'est la vérité de l'instant. Si ce qui me traverse, c'est un mal de tête, c'est qui je suis dans l'instant. Et ça passera après. C'est comme on dit dans Vipassana, ils ont un mot que j'adore pour ça, que j'utilise tous les jours. C'est un mot en pali. Le pali, c'est l'ancien... c'est quoi déjà le truc des fans de yoga là, qui lisent les textes, j'allais dire le samsara, le sanskrit. Le pali, je crois que c'est l'ancien sanskrit, bref, on s'en fout. Le mot, c'est anicca. Anicca. Anicca, ça veut dire, c'est l'impermanence. Ça aussi, ça passera. Et putain, mais ça m'a sauvé bien des fois. Hein. Parce que anicca, ça me ramène à chaque fois dans cette réalité que, oui, ça aussi, ça passera. Mais que du coup, fondamentalement, en fait, je veux me reposer sur rien. Ouais, il y a mon énotype, ouais, j'ai mon prénom, ouais, je me souviens de mon passé, je me souviens de mon enfance, il y a ceci, il y a cela. Ouais, j'ai l'impression que c'est moi. Mais c'est un putain de pipeau, c'est une vaste blague en fait. La seule réalité, c'est celle de l'instant, c'est ce qui se passe là. Si ce qui me traverse, c'est un mal de tête, c'est ce que je suis. Si ce qui me traverse, c'est de la joie, c'est ce que je suis. Si ce qui me traverse, c'est de la tristesse, c'est ce que je suis. Si ce qui me traverse, c'est une pensée sur un projet, c'est ce que je suis. Si ce qui me traverse, c'est une pensée de mort, c'est ce que je suis. Et ça va, ça vient. En fait. Mais à peine la pensée est-elle venue, qu'elle s'effondre aussitôt. Tu le sais encore une fois, hein, si tu as pratiqué la méditation, quand tu es assis au sol, machin, en train d'observer ta respiration, c'est ni plus ni moins ce que tu peux faire à chaque instant de ta vie. C'est juste être là avec ce qui est. Bon, c'est tout. C'est à peine quelque chose survient dans ton expérience que ça s'évanouit. Des fois, ça s'évanouit au bout d'une seconde, des fois, ça s'évanouit au bout de 10 minutes, d'une heure, de 2 heures, de 10 jours. Ouais, c'est tout, quoi. Des fois, tu as un mal de tête, il traîne une journée. Des fois, tu as une grippe, ça traîne 4 jours, une semaine. Bon, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. On peut se raccrocher à rien fondamentalement, et c'est ça qui fait flipper le personnage, c'est que tout change tout le temps, et parce qu'on est dans un monde chaotique et que la vie, c'est aussi du chaos. La vie, c'est de l'ordre, parce que c'est pas qu'un bordel. La vie, c'est pas un sac de nœuds, t'as pas des immeubles à l'envers, t'as pas des vaches qui volent, il y a quand même une forme d'ordre avec une structure, je sais pas, il y a les arbres qui poussent comme ça, les chiens ils marchent comme ça, en avant, pas en arrière. Bref, il y a un certain ordre dans tout ce bordel. Mais il y a aussi beaucoup de chaos. Il y a du hasard, il y a énormément d'hasard. Il y a une imprévisibilité inhérente à la vie elle-même. Et ça fait flipper beaucoup de gens. Hein. C'est pour ça qu'on aime les modèles prédictifs, c'est pour ça que les gens ils flippent leur race quand ils voient l'évolution du climat, avec les prévisions du GIEC, avec tous les modèles mathématiques de ceci, de cela. Mais on est foncièrement des chimpanzés un peu évolués qui avons l'impression que nous savons ce qui est en train de se passer, que nous savons anticiper. Mais on ne sait même pas prévoir la météo à une semaine. Qu'est-ce qu'on va te prédire le climat sur 10 ans ? On n'en sait foutre rien, c'est tellement compliqué, il y a tellement de complexes, il y a tellement de facteurs en jeu, il y a tellement d'interrelations, sans compter les conflits d'intérêts. Enfin, pour prendre que ce thème-là, c'est extrêmement complexe. Mais voilà, ça nous plaît de pouvoir anticiper le futur et de dire il va se passer ça dans 10 ans, il y a ça, les courbes nous montrent que machin. Mais on n'en sait rien. Franchement, alors il y a des gens qui savent un peu plus que d'autres, mais là encore, bref, je pourrais t'en parler des plombes, mais je pense que je ferai un podcast sur ça, sur la prévision, c'est marrant, ça me fait beaucoup rire parce que j'avais lu des bouquins là-dessus sur tous les biais cognitifs,
Il y a les bouquins, bien sûr, les bouquins de Daniel Kahneman et ses associés, là, sur le système 1, système 2 et d'autres bouquins plus récents. Et puis, tu as un bouquin, je ne sais plus comment il s'appelait, sur la rationalité, je ne sais plus comment il s'appelait ce gars-là. En France, il y a plusieurs gars qui ont écrit des bouquins aussi sur ces sujets, mais bref. Ici, tu as un peu toujours ces mêmes études où du coup, tu as même des experts, même des profs en probabilité, même des traders, enfin des gens dont c'est le métier de travailler sur la probabilité, qui sont plus mauvais à prédire que des étudiants. Et ça m'avait vraiment fait marrer ces travaux. Tu retrouveras dans les bouquins concernés. Je crois que c'est Sommes-nous. Ah putain, je l'ai plus le titre. Bon, tu trouveras. Tu trouveras sur Amazon, tu tapes biais cognitif. Ah oui, ça y est, je l'ai. Je crois que c'est Dan Ariely. C'est sur l'irrationalité. Unpredictional rationality, je sais plus exactement. Dan Ariely, tu taperas. Et un autre Dan d'ailleurs. Enfin bref, si tu veux creuser ce sujet, il y en a vraiment plein. Et c'est très intéressant parce qu'on est incapable, on est infoutu de prévoir quoi que ce soit. Vraiment. Et c'est ça qui est. Et si ça, c'est pas une invitation à revenir juste à là, en fait, à ici et maintenant, qu'est-ce qui est vivant, et à juste écouter ce qui est vivant, c'est la plus grande leçon que je m'apprends chaque jour. C'est oh putain, je me suis pas écouté, je m'écoute pas, je rajoute des trucs, je fous de l'ordinateur, je rajoute des bouquins, des trucs. En fait, j'écoute pas. Mais qu'est-ce qui est vivant là, en fait? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est? Et t'as ta réponse. Si c'est envie d'aller couper du bois, bah, tu vas couper du bois. Si c'est envie d'écrire un article, t'écris un article. Si c'est envie de dormir, tu dors. Si c'est envie de jouer à Mario Kart, bah, tu joues à Mario Kart. Si c'est envie d'aller au Pakistan, bah, tu vas au Pakistan. Si c'est une grande tristesse, bah, tu vas dans ta tristesse. Si c'est une énorme colère, tu vas dans ta colère. Si c'est une envie de rigoler, de mater des sketchs, bah, pareil, Inch'Allah, tu fais ta live, quoi. Mais comme ça remet vraiment les projections futures à leur place, et ça remet le passé et tous les souvenirs à leur place aussi, parce que quand tu rappelles-toi que quand tu repenses à des trucs passés, ou quand tu repenses ou quand tu penses, que tu projettes sur des trucs futurs qui n'existent pas, tu y penses depuis le présent, tu y penses depuis cet endroit-là. Donc il n'y a jamais que ça. Et même si tu as peur à propos du futur, tu n'as pas peur à propos du futur. Tu as peur à propos du présent. Puisque tu as peur maintenant. La peur, elle est ici, elle est là. C'est quand je fais avec des clients des libérations émotionnelles, mais on part toujours sur ça. C'est que quelle que soit la situation, que tu aies une peur, une colère, un truc, quoi que tu vives en fait, même si tu as l'impression d'une temporalité, c'est que dans l'instant que tu le vis. Et ça sera toujours que dans l'instant. Ça peut donner l'impression qu'il y a un futur, j'ai peur que plus tard. Non, mais elle est maintenant, la peur, l'angoisse, le truc, c'est ici. Là, tout de suite. Et ça simplifie vachement le bordel, en fait. Bon, allez, je m'arrête là, j'ai trop parlé. Ça fait 33 minutes qu'on est ensemble. Si ça t'a apporté un petit quelque chose, bah, tu peux mettre un pouce. Pense à t'abonner aussi, hein, si tu veux être tenu au courant des prochaines publications de moi-même. Et puis c'est tout. On se retrouve dans un prochain podcast. À plus.